Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais profiter de l'occasion cet après-midi pour faire un petit vidéo qui est en dehors de mes habitudes régulières au sujet des vidéos. Moi, je traite principalement de la physique quantique. Et cet après-midi, je voudrais faire un petit vidéo qui va remémorer mes souvenirs d'enfance heureux que j'ai eu lorsque j'étais très jeune sur l'île Saint-Onge, dans la ville de dans ce temps-là, on disait Saint-Joseph-d'Alma. Ceci se passait dans les années 50. Et ces années-là, tous les espoirs étaient permis. C'est complètement différent de ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Ça n'a aucune commune mesure là, de ressemblance. Comme on le sait, à cette époque, le lac Saint-Jean était en effervescence parce qu'il y avait la construction de barrages sur la rivière Péribonka et les usines roulaient à pleine capacité. Quoique le standard de vie était beaucoup plus bas que celui que l'on connaît aujourd'hui, là, c'était pas la même chose. Et sur l'île Saint-Onge, comme un peu partout d'ailleurs, là, c'était l'époque des nombreuses familles. Moi, je me souviens, à côté de chez moi, où je demeurais, sur l'île Saint-Onge, la famille Jean avait 19 enfants de vivants, et Mme Jean en avait eu 21. Et c'était un peu comme ça, là, ça c'était exceptionnel pour la famille Jean, là, mais normalement, 10-12 enfants, 8-9, c'était pas rare. Et évidemment, dans ce temps-là, on jouait dans la rue. On jouait un peu. Les routes étaient en gravier. Là, il n'y avait pas d'asphalte dans ce temps-là. Et les trottoirs étaient en bois. Il y avait des petits trottoirs en bois, là, je me souviens, sur l'île Saint-Onge. Là. Et pour nous différencier, qu'est-ce qui se passait? C'est que les familles, on nous donnait des surnoms. Moi, ma famille, on nous appelait Odette la Galette. Et j'en relatais quelques-unes, dont je me souviens. Il y avait les Tremblay à pipe, les Tremblay à Kioque, comme on disait, les Simon Larrey, Levesque Labine, Gagné Chouchou, et toutes les familles, ça c'est ceux-là que je me souviens, avaient un surnom. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'enfants qui jouaient dans les rues, quand c'était en dehors des périodes de classe, là, que pour nous différencier, lorsque quelqu'un faisait un mauvais coup, disons, pas des coups pendables, c'était des affaires très rudimentaires, là. Et nos mères, pour les identifier, quand la maman répliquait le petit gars ou la petite fille qui s'était fait jouer un tour ou quelque chose, les mamans, parce qu'ils étaient toujours après étendre sur les galeries, il n'y avait pas de sécheuse dans ce temps-là, les laveuses automatiques, ça n'existait pas. Quand elles étendaient le linge, c'était sur la corde à linge. Et quand la maman sortait, des fois l'autre maman vous disait « Je l'ai vu, c'est un petit Tremblay à pipe. » « Ah, mais c'est un petit Odette la Galette. » C'est comme ça que nos mères différenciaient. Fait qu'à ce moment-là, on était facilement identifiables, mais au nombre d'enfants qu'il y avait, sans surnom, ça aurait été quasiment impossible de les parce que nos mères ne pouvaient pas connaître tous les noms de ces jeunes enfants-là. Ça se suivait. Et il y en avait aux couches, évidemment. Et nous étions sur le gravier. Et c'était comme ça que ça se passait un peu dans l'enfance. Et à cette époque, la ville comptait 2 policiers. Il y avait le chef Lavoie et le sergent Jean, si ma mémoire est bonne. Et lorsqu'il y avait un peu trop de grabuge, ceux qui ont connu le chef Lavoie, je crois qu'il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Quelqu'un m'a dit ça à Québec. Quand le chef Lavoie venait sur l'île Saint-Onge, il y avait tellement de charisme et d'autorité. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il débarquait son auto et il se promenait sur les trottoirs, peut-être une distance de 500 pieds. Il disait pas un mot, il ne regardait pas personne, mais nous autres, on était tous cachés. Puis vous pouvez être sûr qu'on ne grouillait pas. Et le chef rembarquait dans son automobile et s'en retournait à l'hôtel de ville.
C'est pour montrer qu'à cette époque, l'autorité, je dirais, était d'une importance capitale dans notre éducation. Jamais personne n'aurait osé contester ou insulter le chef de police, même si quelqu'un était caché, là. C'était impossible, ça. C'était impensable, ça. Quand le chef, c'est sûr que le chef Lavoie, lui, était un peu exceptionnel, il était très grand. Et il était doué d'un charisme, je dirais, hors du commun. Et quand il passait sur le trottoir, ça, je me rappelle, j'étais bien jeune, là, on n'était pas gros. Je continue mon petit vidéo. Et à cette époque, que faisions-nous? Qu'est-ce que nous faisions? Nous n'avions pas grand-chose pour se divertir, mais nous ne nous ennuyions pas du tout. Nous faisions toutes sortes de choses, des initiatives qui venaient de soit des plus vieux, là, ou de nous-mêmes, pour nous divertir. Le printemps, quand la sève montait dans les arbres, on se fabriquait des sifflets. Ça, c'est mon souvenir d'enfance le plus ancien que j'ai, là. On prenait une branche de tremble et on se faisait un sifflet, là, parce que au printemps, l'écorce est facilement décollable d'après la branche. Puis on se fait des sifflets comme ça. Puis un peu plus tard, les plus adroits, ben, il me semble que j'ai vu ça, ils mettaient un genre de bine là, pour que le sifflet fasse comme un sifflet moderne, là. Et on se faisait des tirs-roches. Mais dans ce temps-là, il y avait des vieilles chambres à air rouges. Ça a disparu à partir de la fin des années 50 parce que le caoutchouc synthétique est devenu a remplacé le caoutchouc naturel. Mais ça, c'était des vieilles tripes qui traînaient dans le fond des garages ou des granges, là. C'était tout éventé quand on les étirait, mais c'était pas brisable. Vous faisiez un tir-roche avec ça, puis là, ça lançait peut-être... vous pouviez lancer une roche, là, peut-être 5 fois plus loin qu'avec une tripe là, qui était en caoutchouc synthétique. C'est là que les tire-roches ont disparu, parce que ça valait pas la peine de faire des tire-roches. Mais la tripe rouge, ça, c'était du caoutchouc naturel. On étirait ça tant comme autant, puis ça cassait pas. Ça tirait loin par ça. Et... c'était un peu ça. Et durant l'été, ben, vu que nous demeurions sur l'île Sainte-Anne, ben, nous étions entourés d'eau. Et il y avait beaucoup de brochets, disons, surtout nous autres, on appelait ça la baie Guillaume, à côté de la baie des Presses. Il y a une pointe, là. Puis en allant vers le Neuf d'Alma, il y avait une baie. Là, le brochet, il y avait une île aussi, là, où c'était la prise d'eau de la ville d'Alma, là. La prise d'eau était dans ce coin-là. Et il y avait beaucoup de brochets. Fait qu'on partait avec des chaloupes en commencement. C'est des chaloupes que nous faisions nous-mêmes, là, avec pitché avec du pitch qu'on faisait fondre, là. Puis quand on attrapait, on grattait sur une roche, évidemment que ça décollait, cette affaire-là, ça prenait l'eau, là. Fait, en tout cas, on s'organisait avec ça, là. Mais un peu plus tard, on avait des plus belles chaloupes. Nos pères en faisaient. Fait qu'à ce moment-là, c'était plus facile d'aller à la pêche à rame, là, à la baie des Presses. Et dans la petite décharge, c'était rempli de goujons. Probablement qu'aujourd'hui, il y en a encore autant, là. Mais ça, il y en avait partout. Fait que quand on a pêché avec des verres, là, et dans ce temps-là, des verres, mais il y avait des tas de fumier un peu partout. Il y en avait sur l'île Sainte-Anne. Il y avait quelques... C'était pas des cultivateurs, mais des fois, des grosses familles, il y avait une vache, quelques cochons, des poules, pour subvenir à leurs besoins. Et il y avait des gros tas de fumier, mais là, on allait chercher des verres à fumier. Ça, c'était... Ça valait à peu près 10 fois un verre de terre. Parce que ça, quand vous le piquez comme ça, il restait en vie, il grouillait. Mais pour des verres de terre, quand je suis venu un peu plus âgé, là, à ce moment-là, on se rendait à Riverbend. Parce que là, c'était une mentalité anglo-saxonne dans ces années-là. Et les femmes avaient tous des beaux parterres, là, des fleurs en avant des maisons. Et le soir, avec une flashlight, on allait là, puis on éclairait, là, puis c'était plein de verres. Fait qu'on allait chercher des verres de terre là. Et quand il levait les barrages le printemps, pour la crue des eaux, il y a un petit barrage, là, à Alma, là, sur l'île Sainte-Anne, entre le Neuf, on appelait ça le Neuf et l'île Sainte-Anne, il levait toutes les pelles, là. Et à ce moment-là, la Wananiche, il y en avait tellement dans le lac Saint-Jean que ça descendait dans la rivière. Et quand les pelles étaient fermées,
quand ils refermaient les pelles après la débâcle, là, ben là, tout le monde pêchait. Là. Je me souviens, en bas du pont de Charles-Martel, il y a autour des pêcheurs là. Là. Moi, j'étais trop jeune là, pour pêcher là, là. Mais ils se prenaient de la Wananiche, là, puis ils s'en prenaient un peu partout. Comme à l'île Maligne, c'était pareil, là, au pont, le monde descendait en bas du pont. Il y avait beaucoup d'Américains qui venaient dans ce temps-là. Je me souviens de ça. Moi, j'étais un petit peu plus vieux, là. Ils venaient pêcher à Wananiche, là. Il y en avait tellement. Puis c'était tellement un beau poisson. C'est encore un très beau poisson aujourd'hui, là. Mais ça arrivait quelquefois, nous autres, que sur l'île Sainte-Anne, quand ils baissaient, des fois, l'été, ils pouvaient monter. Ça arrivait des fois qu'ils enlevaient. Le coup d'eau était donné, mais des fois, ils montaient le barrage. Ils rouvraient quelques pelles, peut-être qu'il y avait trop d'eau, là. Ils les refermaient. Mais quand ils les refermaient, des fois, il y avait des... Moi, ça m'arrivait une fois, une belle grosse Wananiche qui était prise dans... juste à côté, ce que le cirque était à Alma, sur l'île Sainte-Anne, là, quand il venait, là. Il avait resté pris dans un trou d'eau. Elle avait pas pu, ça avait baissé trop vite, là, puis là, j'avais emmené ça chez nous. Pas de canne à pêche, là. On l'avait pris comme ça, puis j'étais avec un... On l'appelait Tiga Tremblay, je pense que son nom c'était Marcel, je suis pas sûr, là. On était ensemble, puis on avait pris cette Wananiche-là. Elle gigotait pas mal, mais on l'avait au travers les roches, puis on avait juste à ramasser, puis j'avais réussi à l'emmener chez moi. Et on se baignait, nous autres, sur l'île Sainte-Anne, en bas du petit barrage que je vous ai parlé. Les pelles qu'il levaient, là, pas automatiques, mais il y avait comme des wires, là, puis c'était fait en bois, cette pelle-là. Il y en avait deux, ils levaient ça, là. Là, il y avait un pool en bas, puis on se baignait là-dedans. C'est là que j'ai appris à nager, d'ailleurs, puis quand on était un peu plus hardi, là, on savait nager en chien, bien à ce moment-là, on envoyait dans le courant, là, puis là, c'était facile à nager dans le courant, on flottait presque tout seul. Et il y avait une tour, une famille Laforêt, qui demeurait sur l'île Sainte-Anne. Ça, on appelait ça la tour à Laforêt. Ça, c'était un vestige du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Laforêt avait acheté cette tour-là. Moi, je suis allé quelques fois, là, avec la famille Laforêt, si ma mémoire est bonne, là. Mais dans ce temps-là, monsieur Laforêt, il emplissait le véhicule de flot. Il emplissait ça le plus possible. Puis, on allait à Saint-Gédéon. Ça, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'était à la plage Lindsay. Mais dans ce temps-là, la plage Lindsay n'était pas comme aujourd'hui, parce que le lac Saint-Jean avait été inondé avec la construction des barrages. Il y avait beaucoup de souffle dans l'eau. Et M. Lindsay faisait des gros tas sur la grève, là. Il faisait sécher ça, puis je pense que l'automne, il brûlait ça. M. Lindsay, je ne sais pas si c'est le père de Jean-Claude Lindsay ou son grand-père, mais moi, je me souviens de lui, vaguement. On le voyait sur la plage. C'était à lui tout ça. Toute cette plage-là, là, je pense, ce qu'il appelait la plage des îles, c'était à M. Lindsay. C'était M. Lindsay, là. Et on allait quelques fois, il fallait être chanceux pour se rendre là, avoir une occasion. Mais c'était le fun. Et durant l'hiver, ben, nos patinoires, on a commencé par les faire nous-mêmes. Avec des bouts de planche, là, puis... même si c'était pas égal, on bouchait les coins avec de la gazette, puis on arrosait. Pour égaliser ça du mieux possible. Et par après, ben, il y a eu une patinoire qui a été construite. Ça, c'est pas nous autres qui l'a fait, mais on a travaillé pour la faire. Les bandes, probablement, étaient fournies par la ville, parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes. Mais encore là, c'était pas plate. Il y avait une pente vers la rivière, là. Mais là, on avait réussi à avoir le servant Jean qui était venu avec les hausses de pompiers, je me rappelle, là. Puis là, il avait donné un bon coup d'eau. Fait que ça avait monté, là, peut-être à, mettons, disons, un pied dans le bout qui était le plus bas, là, pour égaliser le... Ça a duré quelques années, cette patinoire-là, là. Mais de toute façon, moi, je me souviens qu'elle était là au moins 4-5 ans, certains, là. Mais c'est comme ça qu'on s'amusait. Et durant l'été, ben, là, il y avait le cirque qui se rendait là. Il s'installait sur l'île Sainte-Anne, là. Et imaginez-vous, dans ce temps-là, il n'y a pas de TV, là. Au début des années 50, il n'y a pas de télévision, là. Il y avait la radio. Et quand ces choses-là arrivaient, imaginez-vous, du fond du lac Saint-Jean, hein? À ce moment-là, c'était toute une histoire pour aller au cirque. Et on avait hâte que le cirque arrive parce que c'était un événement, disons, que je le qualifierais de très, très important qui se passait dans la ville d'Alma à cette époque. Et je voudrais aussi une autre petite anecdote. Quand on jouait au hockey dans la rue durant l'hiver, nous n'avions pas d'équipement de hockey, là.
On n'avait pas des pads, puis ces affaires-là, ça existait, mais on n'avait pas ça. Mais on jouait ce qu'on appelait des beignes. Ça, apparemment, ça venait de la compagnie Coca-Cola. C'est un caoutchouc qui était pas mal mou. Quand on l'avait sur une jambe ou quelque part, ça nous faisait pas trop mal. Ça pinçait un peu, mais quand on l'avait d'en face, mais là, ça venait enfler un peu. Mais ça, on appelait ça des beignes. À ce moment-là, j'étais bien jeune parce que c'était facile à fouetter. Ça pesait bien, puis bon, en tout cas. Ça fait que ça, c'est mon souvenir que j'ai de mon enfance heureuse sur l'île Sainte-Anne. Et lorsque je suis devenu un peu plus âgé, disons, vers peut-être 10-12 ans, là, 13-14 ans, disons, là, à ce moment-là, j'ai commencé à aller tendre aux lièvres à la dame en terre. Ce qu'on appelle la dame en terre, aujourd'hui, c'est tout construit, là. Mais à cette époque, il n'y avait rien, là. Il n'y avait absolument rien, c'était du bois, puis il y avait du lièvre, là. Fait qu'on allait là. Moi, il me semble que j'y allais avec Régis Fortin, là. C'était un de mes amis du temps, qui demeurait sur l'île Sainte-Anne. Mais ça nous prenait une journée de se rendre là, là. On partait en... C'est des skis qu'on avait. On se rendait au golf. On traversait le chemin de fer, River Bend. On se rendait au golf. Puis là, il y avait comme un genre de chemin, là. Un ancien chemin ou une trail qui coupait dans le bois. Dans ce temps-là, il y avait du bois, là. Et on arrivait en faire de l'Alcan, et là, on fourchait. Puis on montait dans la rue, là. Il y avait un chemin, là. Jusqu'à la dame en terre, mais je pense qu'il y a un bout qui n'était pas entretenu. En tout cas, on faisait ça en ski. Et je ne suis pas ennuyé du tout dans mon enfance à Alma, sur l'île Sainte-Anne. Et je fais ce petit vidéo pour rappeler aux jeunes que même si nous n'avions pas grand-chose, nous avons été très, très heureux et nous avons passé une enfance très, très heureuse. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.